tout de suite à la troisième table ronde, et justement, elle concerne les industriels, les fabricants. Donc, avec Didier Valem, qui vient de la FFB, animateur du groupe d'experts format d'échange AFNOR PPBIM. Ensuite, Christian Herreria, de la Fédération du béton, qui va nous parler de la profession du béton. Un industriel, un grand groupe, Supremac, Julien Duval, chef de projet BIM. Et puis Pierre-François Julien de DATBIM. Donc, Monsieur Valem, on en est où à la FFB sur ces sujets? On en est, on œuvre sur le BIM depuis de nombreuses années au sein de Construct, donc la réflexion n'est pas nouvelle. Par contre, aujourd'hui, on est sur une table ronde qui est liée très à la structuration de la donnée, donc nécessaire au projet de construction. Donc, lorsqu'on parle de structuration de la donnée, il faut bien d'abord voir toute l'organisation, tout l'environnement de cette donnée. Et donc, j'ai cité Construct, donc a été un initiateur et qui reste quand même un lieu privilégié pour aborder de manière consensuelle et partager l'ensemble des problématiques de l'usage de la maquette numérique appliquée au projet de construction. Par contre, on est dans un temps qui est très contraint parce que lorsqu'on est dans la transition numérique, on est dans une évolution qui est celle des outils du numérique. Et donc, lorsqu'on parle de numérique, on le voit dans notre vie courante, l'accélération est exponentielle, donc il y a lieu de réagir et de structurer, puis d'accompagner les acteurs de manière forte et efficace. Donc merci d'être là aujourd'hui, mais surtout merci au ministère d'avoir pris conscience et répondu à nos attentes sur un accompagnement fort des acteurs pour structurer, puis je dirais donner un cadre d'accompagnement de cette démarche qui doit être globale, donc c'est les contentions numériques bâtiments. Donc voilà, c'est un élément important, c'est-à-dire que pour organiser les acteurs, le plan de tension numérique est là, et je dirais même si le budget, comparé à ce qui peut être mis en œuvre chez nos voisins anglais, est limité, l'implication des acteurs au moins est largement aussi forte. Donc la structuration de l'organisation des acteurs passe donc par Médiaconstruct, par le PTNB qui est le lieu qui doit nous amener dans maintenant les 2-3 prochaines années à mettre en place et apporter tous les éléments d'information à tout type d'acteurs, parce que lorsqu'on parle de typologie d'acteurs, en effet, les projets qui nous sont présentés en BIM à l'heure actuelle sont souvent des projets structurés, accompagnés par un maître d'ouvrage qui a la démarche, des entreprises qui sont de taille et des acteurs déjà qui sont habitués à utiliser l'outil numérique. Mais maintenant, il faut le décliner à l'ensemble des acteurs, parce que lorsqu'on parle des petits artisans, bon, même si je suis FFB, quand on parle de taille moyenne des architectes, on est de l'ordre de 1,7, 1,4, 1,7, donc on voit bien que la problématique du partage d'informations, elle concerne l'ensemble des acteurs, et donc le PTNB est là pour justement être force de relayer ces éléments d'information. En effet, Pierre-Mitte l'a dit, et je pense que c'est un élément important, dans ces organisations et structurations et approches par rapport à la contribution autour de la base de données, quoi, maquette et base de données numériques, et donc forcément les propriétés et caractéristiques qui vont être à considérer. Le guide méthodologique Convention BIM, donc, qui a été porté dans sa version martyr, soumis aux remarques pertinentes des OP, donc, où on a jusqu'au 19 février pour formuler nos observations à ce document. Donc c'est un élément qui est clé, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, lorsqu'on parle de BIM, on peut voir tout et son contraire, voire parfois rien, si ce n'est que des belles images. Donc le guide Convention BIM va enfin amener un éclairage pour que les acteurs se structurent, d'une part dans leurs attentes. Alors, lorsqu'on va parler de cas d'usage, d'avoir ces éléments d'information qui soient présentés et définis, et puis donc ce qui permettra, je l'espère, aux acteurs de mieux s'organiser lorsqu'il va falloir travailler de concert depuis le programme jusqu'à la construction du projet. Donc ça, le guide Convention BIM, c'est un autre élément important de l'organisation et structuration des acteurs autour de ces éléments. Lorsqu'on a parlé de l'organisation des acteurs, bien évidemment, c'est un format d'échange, donc le format IFC pour le projet, je dirais, même s'il reste largement perfectible, est présent, et puis c'est un élément incontournable si on veut envisager que le BIM soit partagé de tous, quel que soit l'équipement logiciel ou autre, et le besoin des attentes de chacun des acteurs. Lorsqu'on a parlé donc des méthodes organisationnelles, du format d'échange, on va arriver
dans le nerf de la guerre, parce que lorsqu'on parle de numérique, on échange des données, donc ces données, il faut bien les recenser, les capitaliser, donc c'est tout ce qui a été fait, initié au sein de la production de la Construc avec la norme IFC, donc initié au sein de la Construc avec mise en place d'une commission d'organisation PPBIM à l'AFNOR, et ce qui permet à la France d'être présente lorsque les sujets sont abordés au niveau européen ou à l'ISO. Donc cette norme PPBIM, qui donne une méthode, alors c'est pas les catalogues, c'est pas le dictionnaire qui est directement établi avec PPBIM, c'est cette norme PPBIM donne une méthode pour, je dirais, organiser les acteurs dans la gestion de ces données. Alors, quand on parle d'un dictionnaire, et là je pense que la chose importante, donc cette méthode qui va être expérimentée dans le cadre du PTNB tout prochainement, donc cette expérimentation est nécessaire à tous les acteurs, et je pense qu'il y a aucun des acteurs du plan de transition électriquement qui considère que la norme PPBIM n'est pas pertinente, que de l'expérimenter de manière très rapide, parce qu'il faut aussi être présent au niveau international, c'est-à-dire montrer que notre norme qui a été reconnue au niveau international arrive avec une proof of concept, c'est-à-dire montrer que cette méthode a été mise en œuvre et est fonctionnelle. Donc ça c'est l'organisation, c'est dictionnaire, mais lorsqu'on parle du dictionnaire, je vois mal l'Académie française dépendre d'un seul éditeur, donc on voit bien que l'administration et la gestion de cette norme, ou de ce dictionnaire, doit associer l'ensemble des acteurs, sans discrimination et sans prépondérance d'aucun des acteurs. Donc la norme PPBIM, la donnée, et après on arrive sur le recensement de ces données. Donc un point important, on voit bien que pour l'ensemble des acteurs, lorsqu'on parle du programme, depuis le programme d'un projet jusqu'au cycle de vie, il y a un flot d'informations, un nombre d'informations qui est peut-être largement supérieur aux 650 000 données pour l'hôpital, parce qu'il va falloir considérer l'attente du maître d'ouvrage, l'attente de tel ou tel acteur, l'attente par rapport à tel produit, l'attente par rapport à telle exigence réglementaire. Donc ce qui a été proposé et accepté au COPIL du PTNB tout récemment, puisque c'est lors du dernier COPIL, les acteurs sont tous bien d'accord sur l'importance d'expérimenter et de mettre en place l'expérimentation de la norme PPBIM de manière à disposer d'un contexte de dictionnaire, mais un dictionnaire, s'il n'est pas rempli et renseigné par l'ensemble des acteurs, moi j'appelle ça un lexique, et donc il a été proposé et validé au dernier COPIL du PTNB une action portant sur, avec l'accompagnement technique et financier du PTNB, de procéder à un recensement le plus exhaustif possible des propriétés qui sont nécessaires aux acteurs. Ce recensement, il a été proposé structuré sur la base des TU, deux types de recensement, structuré sur la base des TU, mais lorsqu'on parle de TU, on parle également de toutes les normes produits associés. Deuxième type de recensement, un recensement, parce que lorsqu'on parle de produits, le produit va répondre à des attentes qui peuvent être les attentes fonctionnelles, mais aussi des attentes réglementaires. Donc il y a également lieu pour faciliter, je dirais, l'aspect vérification de contraintes, validation de la donnée, mais par rapport aux aspects réglementaires. Donc il y a lieu aussi de procéder à ce recensement. Donc c'est également prévu pour l'instant dans le cadre de ce recensement. Et ensuite faire la synthèse de recensement. Et comme les deux actions, je dirais l'expérimentation a pour objet de mettre en place la structure, le projet BIM ouvrage a pour vocation qu'une fois que cette structure sera en place et opérationnelle, que les acteurs proposent au dictionnaire, disons que le nombre de propriétés et caractéristiques le plus large possible, de manière à ce que ce dictionnaire soit très rapidement efficace. Et donc on voit que dès qu'on veut disposer d'un dictionnaire suffisamment large et intégrant l'ensemble des besoins des acteurs, ne reste plus après qu'un seul petit détail, c'est gérer la manière dont on doit pouvoir échanger ces éléments. Donc c'est l'objet du groupe d'experts que j'anime tout récemment, parce que ce groupe d'experts pour l'instant s'est réuni une fois. Donc groupe d'experts format d'échange, qui d'ailleurs a changé de nom lors de la dernière réunion, donc il sera plutôt échange d'informations, donc pour être en phase avec ce qui peut être mené au niveau international. Mais disons qu'avec l'ensemble des éléments que je viens de décliner, c'est-à-dire Mediaconstruct, le PTNB pour accompagner les actions, le guide méthodologie pour partager les pratiques, la PPBIM pour avoir un dictionnaire, IFC pardon, pour gérer les échanges de manière simple sur le projet, IFC pour avoir un dictionnaire. Une fois qu'on aura le format d'échange, je dirais que le BIM n'aura plus qu'à se décliner entre l'ensemble des acteurs de manière fiable et homogène. Très bien, on avance.
Maintenant, l'avis donc de la Fédération des fabricants de produits en béton, M. Herreria, donc comment ils abordent la problématique et qu'est-ce qu'ils préparent. Nous avons abordé la problématique. Ça marche. On a abordé ça, comme toi Patrick, il y a environ 1 an et demi. On est dans tout le mouvement là. Ce qu'on a fait, c'est un peu particulier, dans ce mouvement particulier. On rappelle que la fibre, c'est les produits industriels en béton fabriqués dans une usine. Donc, c'est pour nous la problématique que nous avions en fédération, c'est 500 sites de production, des entreprises entre 5 et 1500 personnes en groupe, et donc des attentes différentes. Et comme parlait David, comment on fait monter, plutôt les petits, les grands ils travaillent tout seuls, hein, mais comment on fait monter les petits industriels là-dessus. On s'est aperçu pour nous, c'est que nos solutions, qui sont des solutions, on va dire, de structure en général, ou d'aménagement, ou d'assainissement, hein, il y a aussi les bâtiments et le TP, ce sont des structures, des solutions qui sont, qu'on appelait déjà, nous, génériques. Un mur maçonné, vous l'imaginez, il est générique. Un mur maçonné, sans dessin, sans 3D, hein. Et donc, ce qu'on a fait, c'est de dire, et si on pouvait faire la base de données de nos solutions génériques, qui sont génériques aujourd'hui. Et donc, on est parti sur cette partie-là, on a rencontré Bertrand il y a 1 an et demi, rapidement Pierre, Laurent Artas, et puis Tati, en premier lieu. Et on s'est aperçu qu'effectivement, on était capable d'exprimer notre solution en solution générique. On fait dans un catalogue, on a des catalogues génériques dans nos fédérations. On l'exprime sur papier. Et on travaille tous les jours comme ça. Les choses qui se font aujourd'hui. Hein. Donc comment le BIM pourrait apporter quelque chose de plus? Et on s'est aperçu, c'est Pierre qui en a parlé, c'est que c'est vrai, mais à quoi ça sert? Qu'est-ce que sont les données dans mon catalogue papier qui sont utiles aux différents acteurs? Et très rapidement, on s'est rapproché des entreprises qui sont nos clients, qu'ils soient d'ailleurs FFP, CAPEB ou autres, pour dire comment vous exploitez EGF, comment vous exploitez, quelles sont les données qui vous sont nécessaires quand vous êtes en réalisation. Et puis on a vu d'autres acteurs en disant quelles données vous utilisez quand vous êtes en conception. J'étais loin de la campagne française pour aller voir un cabinet MIT par exemple. C'est quelles données on utilise. Et on s'est aperçu que si on fait cette démarche, c'est-à-dire quels sont les acteurs qui utilisent les données, à quel moment, pour quoi faire, on allait sortir de notre proposition d'industriel et d'ingénieur, qui est de dire, aujourd'hui par exemple, si je prends un mur, la fibre a 5 solutions, maçonné, béton cellulaire, prémur, panneau plein, panneau sandwich, je ne parle pas du bois, du métal, etc. Et dans mes 5 solutions, j'ai X solutions techniques ou phoniques ou acoustiques ou feu, et j'ai 10 000 produits pour le faire. Donc si je parle des produits industriels, je vais être très compliqué, je commence à faire des listes exhaustives très très loin, alors que quand je vais voir une vraie étude thermique ou acoustique ou économiste, ils ont besoin de peu de données suivant qu'ils avancent au niveau d'avancement de leur projet, en phase esquisse, en phase APS, etc. Suivant l'avancement du projet, ils n'ont pas besoin des mêmes informations. Et d'ailleurs, dans le catalogue, ils vont à la page 14, en bas dans le papier. Ils vont en bas à droite de la page 14, parce qu'ici, ils ont l'information là. Ils ont une information dans tout le catalogue. Et donc, on a travaillé sur ce sujet-là, et on attend maintenant impatiemment. On a expérimenté sur un projet MurBIM, la phase de conception, la phase de réalisation jusqu'au DOE. On n'a pas été sur la phase d'exploitation, comment le mur, je pourrais l'exploiter. Et on débouche sur le mois de janvier. On a bien mis dans les cases ce qu'on pourrait mettre en termes de base de données générique, qui sert plutôt dans la phase de conception, mais qui est liée à la base de données des produits industriels, parce que lorsque l'entreprise va dire en conception, je récupère mon dossier d'appel d'offres en numérique, il faut bien qu'il fasse la relation entre les exigences contenues dans la base de données générique, la base de données du DCE, le DCE va donner des exigences, qu'il fasse le lien entre ces exigences données dans le DCE par rapport à l'offre industrielle qu'il a dans sa région, dans son distributeur, au prix qu'il veut. Et donc globalement, il faut qu'il fasse ce lien.
Donc il y a à la fois une base de données générique, mais une base aussi industrielle, qui sont intimement liées. Et le lien qui est, c'est que effectivement, c'est que les propriétés qui vont être définies là-dedans soient standardisées, harmonisées, parce qu'on fasse le lien entre cet amont et son aval, on puisse tomber sur le même élément, y compris sur l'exploitation. Donc on est dans cette phase-là. Et puis on va voir les entreprises, par exemple, merci Pierre, puisqu'on sera le 6 jour tu as fait l'Intech, 17 à l'Intech, pour voir comment un économiste manie un petit objet un bâtiment de 10 par 5, on est vachement ambitieux, et quelles données il a besoin pour faire son travail. Donc c'est l'illustration de ce travail-là. Donc on est engagé dans la base de données générique de l'ensemble de l'offre des produits de l'IB, en lien avec l'offre industrielle, sur la même base, et on s'occupe et on travaille énormément avec les acteurs pour savoir ce dont ils ont besoin. J'ai juste un petit dernier truc sur le lien entre l'industriel et le base générique. Bien entendu, si on est en générique, l'industriel, vous êtes, qu'on soit, le DOE donnera des exigences génériques. Dès qu'on est en innovation, le produit innovant, il faut qu'il soit intégré dans le projet en conception. Parce que si vous n'intégrez pas le projet en conception, ce produit n'existe jamais. Donc l'industriel en prescription, il fait l'effort d'aller voir les prescripteurs de la partie conception pour que son produit soit référencé. Et d'ailleurs, le bureau d'études thermique, acoustique, environnemental, lorsqu'il fait son travail, quelque part, il a en tête le produit qu'il étudie. C'est pas une solution générique comme ça, quoi. Donc globalement, il n'y a pas d'antinomie entre la partie générique et l'industriel. C'est complémentaire. Chacun faisant son travail, et l'industriel essaie de remonter, bien entendu, en prescription sur l'amont. C'est comme ça, il faut se le dire, bien sûr. Très bien. Maintenant, alors, le témoignage du groupe Soprema, avec Julien Duval, chef de projet BIM. Donc, si vous pouvez nous présenter Soprema, la problématique et ce que vous avez engagé. Bonjour à tous. Soprema est une société, un industriel du bâtiment au niveau de l'étanchéité et de l'enveloppe du bâtiment en général, présent dans 96 pays du monde et tout particulièrement en Europe. Ce qui fait que le BIM, on a une vision très européenne du sujet aujourd'hui et qui apporte tout de suite la question de la donnée. Parce que très simplement, le BIM, quand on l'a apporté initialement, le BIM, on parlait d'objets, de 3D, et l'objet et la 3D a besoin de données, comme on en parle depuis tout à l'heure, et ces données, il faut qu'elles soient pérennes, et pour moi, qu'elles soient pérennes, c'est qu'elles soient contrôlées, mais aussi maintenues. Et là a été posée la question en termes industriels de gérer la gestion de la donnée en interne pour pouvoir après l'exploiter vers le BIM. Donc le plus gros travail pour nous en BIM, en industriel, en fait, est un sujet PIM, qui est le Product Information Management, qui est très simplement la centralisation de nos données et de pouvoir les exploiter. Parce qu'aujourd'hui, on parle de données d'industriels et tout, de procédures très chronophages, quel que soit le niveau d'un projet ou même d'un exploitant. Et du côté industriel, c'est pareil. On a en fait un gros problème très chronophage de répétition de travaux sur la donnée elle-même et après du contrôle de cette donnée. Aujourd'hui, nos fiches techniques sont un PDF, un cahier de prescription de pose est un PDF. Et tout ça, il faut qu'on l'explose et qu'on l'exploite, nous, en termes de données uniques, et qu'on puisse vous la retransmettre après dans une bibliothèque BIM, et après l'exploiter également par un objet. Parce qu'on l'a pris dans ce sens-là. Pour moi, l'objet est le bras, le cœur, c'est la bibliothèque BIM, et la tête est le PIM. Donc après, en termes de développement industriel, nous, le BIM, faut qu'on parle à tous les acteurs, de l'entrepreneur à l'architecte, au bureau de contrôle, à l'assureur. Donc il faut que cette donnée soit saine de partout et qu'on puisse après l'exploiter dans tous les étages. Et nous, c'est plutôt l'inverse. On essaye de tout mettre pour après, qui peut le plus, peut le moins, donc réduire l'information par rapport à l'interlocuteur. Et après, guider également l'entrepreneur, parce qu'en termes industriels, pour nous, le BIM, pour nos petits étancheurs qu'on a comme clients, le BIM aujourd'hui va être difficilement intégrable dans leur service, parce qu'on parle de sociétés qui n'ont pas forcément de bureau de contrôle, de bureau d'études, pardon, et donc à peine un maîtreur, voire le conducteur est maîtreur, donc il n'a pas forcément le temps de s'occuper du BIM, et c'est à nous, industriels, aux services techniques, d'apporter la solution, d'apporter la réponse, que ce soit sur un objet générique et sur un objet très spécifique, unique, par exemple sous avis technique, en termes d'innovation. Après, du côté industriel, je trouve aujourd'hui, et les travaux sont en cours, que ce soit chez vous dans le bois, mais à la CSFE pour l'étanchéité, c'est pareil,
pour avoir l'aspect normalisé donc, des DTU qui soit, en tout cas c'est mon travail aujourd'hui, de pousser à ce que toute la partie normalisée soit faite par la partie syndicale, on va dire, pour avoir une généralisation de ces données et de s'assurer qu'elles soient saines et qu'elles soient uniques, donc avoir un vocabulaire unique une fois de plus à ce niveau-là. Donc après, je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus. Oui, et vous donnez combien de temps, enfin, quels sont vos objectifs à 1 an, 2 ans, 3 ans? Le premier objectif, certes, est plus marketing, c'est-à-dire d'avoir une réponse tout de suite en disant on est dans le BIM, être visible. Le préma n'est pas forcément visible dans le BIM, vu qu'on est plutôt sur le travail amont, comme je disais, on est plutôt sur le PIM et sur la base de données type DATBIM ou Edibatec et autres. Et la partie objet va devoir forcément venir, courant 2016, tout ça devrait être plus visible en termes industriels. La partie PIM étant un long processus, vu qu'on parle d'un catalogue aujourd'hui Europe, c'est 4000 produits, c'est 800 produits rien qu'en exploitation en France, ces 800 produits ont plus de 200 attributs chacun et il faut trier tout ça et pouvoir les apporter au bon endroit. Vous pouvez nous donner une idée des budgets que vous allez investir? Pour l'instant, non. Non. Non, parce que très simplement, je pense que je ne suis pas le seul. Hein. Aujourd'hui, on a tous des ERP, des CRM, des GPAO, des systèmes informatisés de partout. Chaque service a développé son outil. Et le problème, c'est l'interconnexion entre ces outils. Très souvent, c'est le lien humain et c'est l'outil qui a sorti cette phrase tout à l'heure. C'est vrai que l'humain, s'il s'en va à la retraite, il s'en va avec sa donnée. Moi, je l'ai vu dans mon expérience dans les autres sociétés. La plupart sont partis en retraite, ils sont partis avec le savoir-faire. Il n'a jamais été mis à plat et jamais été transmis. Donc la partie BIM et PIM pour nous est essentielle là-dessus, c'est que toutes les informations, mais quelle que soit l'information marketing, technique et même retour d'expérience, soient notées quelque part et archivées quelque part. Parce qu'on parle aussi de projets, par exemple moi au niveau industriel, on va poser une membrane d'étanchéité, peut-être que demain je vais changer la trame de cette membrane sur les suivantes. Sauf que le produit qui a été posé, il faut que cette information soit pérennisée et archivée quelque part. Et c'est là où il y a tout le travail informatique chez nous pour arriver à structurer tout ça. C'est vrai que cet aspect BIM, outil de conservation de la mémoire technique de l'entreprise, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est essentiel. Le produit posé ne sera pas le produit de demain. Très bien. Pierre-François Julien, DATBIM, pour qu'on conclure tout ça. Bonjour à tous, Pierre-François Julien, directeur des opérations chez DATBIM. Alors DATBIM, vous nous connaissez un petit peu, hein, on est impliqué dans le BIM depuis des années avec un rôle d'intermédiaire entre les fabricants et les acteurs de la construction. Notre rôle, c'est d'amener les données produits des fabricants auprès des acteurs de la construction. Et donc on s'est impliqué depuis des années dans l'identification des freins à cette interopérabilité et la levée de ces freins. C'est à ce titre que DATBIM, petite structure, hein, une dizaine de personnes, s'est impliqué dans la rédaction de la norme PPBIM. On était membre du comité de rédaction de cette norme aux côtés de l'AIMCC, de l'AFNOR, de Mediaconstruct, de Bouygues et d'autres acteurs. On a recherché ensuite quels pouvaient être les freins. Une fois qu'on a défini un dictionnaire commun, comment est-ce qu'on peut s'échanger des catalogues produits? Et là, on a besoin d'un format d'échange du catalogue. Donc dans la même démarche, DATBIM s'est impliqué dans l'élaboration d'un format d'échange libre et ouvert, qu'on a apporté ensuite à l'AFNOR, qui vient de lancer un groupe de travail pour normaliser un format d'échange. Et puis ensuite, le dernier frein qu'on trouve aujourd'hui au déploiement du BIM, c'est ce qu'évoque Julien, c'est-à-dire la capacité pour les fabricants à gérer leurs données produits. C'est assez surprenant, mais quand on regarde comment fonctionnent les fabricants, vous disposez d'énormément de données, mais réparties dans des systèmes hétérogènes, pour une part dans vos systèmes d'information, pour une part dans des fichiers PDF, pour une part dans des documents Excel, et parfois encore ailleurs. Et donc, le déploiement du BIM, c'est un véritable enjeu pour vous, parce que on va vous demander des données produits, et on va vous demander de plus en plus ces données produits, donc de plus en plus nombreuses, avec un engagement de qualité que vous devrez fournir. Pour réaliser ça, il n'y a pas 36 façons, il faut vous doter en interne d'une base de données produits et de processus qui vous permettent de maintenir à jour ces données en interne pour pouvoir ensuite les diffuser et favoriser leur usage, des usages internes ou des usages externes dans le cadre du BIM. À ce titre-là, DATBIM propose une solution qui permet aux fabricants de se doter d'une base de données produits
dédié au BIM, préconfiguré, d'un déploiement rapide et compatible avec les formats d'échange standardisés et avec la norme PBI. On accompagne aujourd'hui les fabricants dans cette démarche de bout en bout pour favoriser le déploiement du BIM. Une question à M. Valem pour commencer. Concernant ce groupe de travail sur les échanges d'informations, vous avez parlé en tout cas de commencer par un recensement des propriétés sur la base des DTU. Il y aura bien plus de propriétés utiles, je pense, que celles du DTU par rapport au cadre réglementaire, par rapport aux simulations nécessaires en phase conception, par rapport à des données nécessaires au niveau de la gestion des bâtiments. Comment comptez-vous impliquer les industriels et les autres acteurs dans ce groupe d'experts? Alors, il y a le groupe d'experts normalisation, donc format d'échange. Ça, c'est un groupe d'experts associé, adossé à la FNOR, une commission de normalisation PPBIM. Le groupe de travail plan de transition numérique bâtiment, donc sur le recensement des propriétés caractéristiques des ouvrages et produits de construction. C'est un groupe de travail donc, qui vient de démarrer, qui a pour objectif d'établir le cahier des charges de manière à mener à bien cette réglementation dans les délais les plus rapides possibles. Et comme on est dans le cas du PTNB, c'est l'ensemble des acteurs qui sont les bienvenus dans ce groupe de travail, puisque pour l'instant, pourquoi on a parti sur les DTU? Parce qu'il faut bien trouver un contexte partagé entre les acteurs, mais j'ai bien dit qu'il y avait deux recensements, hein. Il y en avait un qui s'organisait autour des DTU, mais c'est vrai qu'on est dans une temporalité assez tendue, donc après c'est une problématique de moyens et de disponibilité des acteurs. Bien évidemment, lorsqu'on parle des DTU, on oublie les avis techniques, mais bon, je dirais dans un premier temps, il faut peut-être mieux d'abord commencer par les référentiels partagés entre les acteurs et donc les propriétés qui sont les plus courantes. Et l'objectif, c'est d'initier une première action de recensement de manière à ce que le nombre d'acteurs le plus large possible soit associé à cette réflexion et démarche, et pour ensuite la décliner plus précisément lorsqu'on va parler d'un avis technique. Mais un avis technique, c'est quand même l'industriel qui le porte. On n'a pas, sur l'avis technique, on n'a pas l'ensemble des acteurs. Donc il fallait bien structurer la démarche autour je dirais d'un contexte balayant de manière la plus large possible les ouvrages et produits de construction, hein, puisque globalement un projet de construction c'est l'assemblage de produits de construction et selon des modes de mise en œuvre, donc qui sont partagés au sein des DTU. Mais quand je dis DTU, et là j'insiste bien, c'est pas pour cliver les acteurs de terrain. De mémoire, les DTU sont rédigés par l'ensemble des acteurs, donc c'est exactement la même chose. Et quand on parle de DTU, on associe nécessairement les normes produits associés. Et donc, recenser les propriétés caractéristiques sur uniquement les DTU, la pertinence n'est pas là. Le but, c'est simplement s'organiser dans ce recensement autour des DTU. Il y a deux groupes de travail principaux de recensement. C'est dans le premier temps un groupe de travail qui va œuvrer sur le recensement en s'appuyant sur la structure des DTU. Donc, il y a 21 familles de DTU, il est prévu 21 groupes de travail. Mais quand on parle de familles de DTU, c'est déjà plusieurs DTU, donc c'est pas nécessairement mon DTU, c'est plusieurs DTU, et avec ces DTU sont considérés bien évidemment les normes produits associés. Donc ce recensement, il n'est pas que DTU, il est DTU et les normes produits associés. Donc avec ce type d'approche, je pense qu'on balaye quand même de manière assez large, je dirais 90% des informations ouvrages et produits à considérer sur un projet de construction. Et j'ai bien précisé qu'il y a également un deuxième action de recensement dans ce GTBIM ouvrage, c'est un recensement réglementaire, puisque lorsqu'on parle d'ouvrages et de produits, c'est la réponse technique, c'est le mode de mise en œuvre, mais il faut bien que dans le recensement, on différencie bien ce qui relève d'exigences réglementaires de ce qui relève je dirais, des règles de l'art des acteurs. Et donc il y a un deuxième groupe de travail, un deuxième recensement qui est mené sur les aspects réglementaires. Donc là, pour l'instant, il est prévu d'envisager un groupe de travail par thème réglementaire. Donc lorsqu'on va parler accessibilité, sismique, incendie, j'en doute thermique bien sûr, environnement, même si c'est pas réglementaire, on peut considérer qu'il y a peut-être pertinence à constituer un groupe de travail de recensement sur les aspects environnementaux à considérer sur un projet de construction, puisque c'est dans l'air du temps.
Et une troisième action de recensement qui est plus une action de synthèse des deux recensements précédents. Et ce recensement ce groupe de travail synthèse sera le rassemblement de l'ensemble des groupes de travail par thème. Donc les thèmes, c'est ce qu'on trouve sur l'organisation des professions ou des usages d'un bâtiment. Ça va être le thème structure, le thème enveloppe, le thème aménagement intérieur finition et le thème équipement technique. Et donc le but, c'est pas de chacun travailler pour son produit, pour son ouvrage, c'est d'amener l'ensemble des acteurs. Et dans ces groupes de travail, il est prévu d'associer des représentants des architectes, des représentants des entreprises, des représentants de la maîtrise d'œuvre et des représentants des industriels. Donc on est bien dans une démarche totalement transversale et globale, puisqu'on est dans le PTLB, je le rappelle. Merci. Et une dernière question, si je peux, à Monsieur Julien. Vous avez parlé de format d'échange OpenDTHX, mais on parle aussi d'IFC. Quelle différence? Enfin, pourquoi un nouveau format d'échange alors que l'IFC est censé être le format d'échange standard? Les deux sont complémentaires en fait. IFC, c'est un format d'échange de la maquette du bâtiment. Donc on va parler d'une implantation d'un bâtiment, on va parler de bâtiment, on va parler d'étage, on va parler de salle. Au bout du compte, on va arriver à un produit. Le format d'échange du catalogue, donc OpenDTHX pour ne pas le citer, mais on va voir comment il va évoluer, c'est un format qui permet d'échanger un catalogue. Et un catalogue, c'est pas la même chose qu'un bâtiment. Un catalogue, c'est structuré en gamme de produits. Alors, on présente des produits, on présente des articles, on présente des variantes. Alors que dans un bâtiment, on est tout de suite au niveau le plus fin. De la même façon, dans un catalogue, on présente éventuellement des produits configurables. Donc des produits qui ne sont pas complètement définis dans le catalogue, avec une liste d'options possibles, alors que dans le bâtiment, le produit est configuré. Donc on a besoin de deux formats d'échange parce qu'on parle de notions différentes. IFC pour l'échange de la maquette du bâtiment, et un autre format, normalisé aussi, pour favoriser les échanges de catalogues. Bonjour, Stéphanie Tucoulet, je suis la secrétaire générale d'un syndicat qui représente les intégrateurs mainteneurs en sécurité et sûreté, SVDI. Le grand absent quand même de ces tables rondes, c'est l'installateur, mainteneur, intégrateur. Je suis extrêmement surprise qu'on dise ce soir, aujourd'hui, si j'ai bien compris, on parle d'assemblage de produits, on parle de l'industriel qu'aurait le client en amont, on parle de normes produits, DTU bien évidemment, sauf que celui qui installe, et si je ne m'abuse, a le devoir de conseil et porte la responsabilité de sa chance, c'est bien l'installateur, mainteneur, intégrateur. Comment est-ce qu'on compte le prendre en compte dans le BIM, s'il vous plaît? Qui se sent compétent pour répondre? Les acteurs qui répondent. Didier, non? Monsieur Witt. Le BIM est ouvert, tous ceux qui veulent travailler peuvent venir travailler. Il ne faut pas se poser en victime, il faut se poser en acteur, il faut venir voir ceux qui travaillent sur le sujet. Comment? Eh bien voilà. On a déjà des rames. Eh bien c'est très bien alors. Mais ce que je vois de cette matinée, c'est parce que je suis très Je sais pas, sur les entreprises, on avait quand même M. Morales, non, qui peut David s'exprimer. Morales, qui est une entreprise qui met en œuvre. Attendez, les entreprises elles construisent, mais c'est elles qui font aussi le suivi sur les chantiers, non? Je ne comprends pas là. C'est pas les mêmes entreprises, d'après vous, qui construisent et qui font l'entretien? Non. Oui, entre une entreprise qui va fournir le produit Oui. et l'entreprise qui va faire la maintenance. C'est toujours une entreprise. Il y en a un qui est un constructeur et un qui est un mainteneur. Ah non. Écoutez, un pommier qui va poser une VMC et qui va revenir 10 ans après faire l'entretien, c'est le même pommier. Hein. Donc s'il a les compétences en amont, il les aura après la sortie. C'est lui qui a construit la VMC, on est bien d'accord. C'est lui qui l'a posé. On est d'accord. Merci, c'était exactement ce que je disais. Ce que je disais, c'est que c'est pas aux fabricants. Enfin, je comprends pas pourquoi il n'y a que des fabricants ce matin et qu'on ne parle pas à aucun moment du devoir de conseil justement de vos entreprises. Comment vous allez pouvoir le faire s'il n'y a que des fabricants? Et par rapport à la responsabilité. Écoutez, j'ai une décennale quand je monte ma VMC, et puis quelques années après, j'ai peut-être changé parce que j'ai... Vous faites l'étude. Oui. Et c'est vous qui choisissez l'implémentation. De toute façon, vous savez, quoi qu'il en soit, quoi qu'on dise, la responsabilité, elle sera toujours sur les mêmes. Hein. On est bien d'accord. C'est bien là où
Et lorsqu'on parle de maintenance, je pense qu'il y a un secteur qui est assez largement, qui concerne assez largement les entreprises, c'est tout ce qui est entretien, maintenance, réparation. Donc, je dirais qu'on soit dans un système structuré, organisé, où il y a des exigences d'entretien, de maintenance qui vont être contractualisées. Mais il y a, je dirais, le BIM, j'avais bien dit, depuis le programme jusqu'à les constructions, et avant les constructions, il y a la maintenance. Alors elle peut être plus spécifique, plus technique, et parfois portée par un acteur assez large, mais je dirais, tous les travaux qui sont menés sont déclinables, qu'on soit en offre, qu'on soit en rénovation, en entretien maintenance, et puis on met tout en œuvre avec le PTMB pour que ce soit également réalisable sur les petits chantiers, les très petits chantiers, parce que Madame Michu n'est pas présente aujourd'hui, mais on pense à elle tous les jours, et également les petits acteurs. Patrick Mayer. Je voulais revenir sur l'intervention de Julien Duval. Il faut faire. Bon, là aujourd'hui, si j'ai bien compris, vous servez un peu du BIM comme action commerciale. Non, justement. C'est la phrase que vous avez dit. C'est la vision qu'on a en premier. D'accord. On regarde le BIM. Voilà, donc c'est ce que j'allais dire. Il ne faut surtout pas avoir cette vision, une vision commerciale sur le BIM, parce que là on se bourre de cible dans ce cas. La deuxième chose, vous nous parliez également qu'il faudra peut-être faire le travail à la place des petites entreprises ou de l'artisanat. Je dis attention, non, je n'ai pas dit faire à la place. C'est être en soutien d'eux. C'est comme aujourd'hui, on a un pôle technique. Quand on a un entrepreneur, un petit qui appelle, j'ai besoin d'une réponse technique ou un relevé étanché. Alors on est d'accord. On est d'accord. Il ne faut surtout pas chercher à se substituer aux petites entreprises parce qu'elles n'auraient pas les moyens de faire. Aujourd'hui, elles le font déjà. Non, donc voilà. D'accord. Okay. Donc c'est du conseil. Quand ils n'ont pas leur bibliothèque d'avis technique à jour, ils nous appellent, on leur demande. C'est du conseil et du service. D'accord. Ok, c'est juste pour éclaircir ces deux points-là qui m'interpellaient. Et concernant le savoir-faire également, le savoir-faire, on ne le mettra jamais dans le numérique ou la dématérialisation ou la numérisation. Il restera toujours dans la tête et dans les mains des gens. Merci. Très bien, d'autres questions? Oui, bonjour, Antoine Molin, Société Rexel, distributeur. J'ai une question par rapport à la plateforme d'échange sur les installateurs. Aujourd'hui, quelles sont les plateformes qui fonctionnent pour un petit artisan? Si je veux me greffer à un BIM, comment je fais? Si je ne suis pas équipé chez moi, comment j'ai la capacité de me connecter sur une plateforme collaborative du BIM? Si ça existe ou pas. Qui se sent Oui, aujourd'hui, c'est une très bonne question. Il y a des gens qui ont commencé à développer en interne des plateformes. Il y a des gens qui mettent à disposition des plateformes. Alors, je ne vais pas donner de nom. Dans le guide de convention, on cite des exemples. Dans le cas du PTNB, il va y avoir un groupe de réflexion de définir qu'est-ce que le minima d'une plateforme collaborative, c'est quoi? Ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'on veut en faire? Aussi, on aura la vision de celui qui est un gestionnaire ou un utilisateur récurrent ou l'utilisateur occasionnel, et puis le niveau des acteurs qui vont venir travailler dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu le point faible. Les outils savent travailler. Si on veut les faire travailler ensemble, il faut réagir, il faut travailler sur cette plateforme. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent comment j'y vais, comment je me positionne, où est-ce que je mets mon information? Si je veux pas seulement être un spectateur, mais que je veux être aussi un acteur, comment ça fonctionne? Voilà. Alors aujourd'hui, ça c'est la plateforme, on va en avoir besoin quand on va évoluer vers le niveau 3, où on va avoir vraiment une interopérabilité. Aujourd'hui, certains peut-être y sont sur des sujets un petit peu expérimentaux, mais le courant, il y en a déjà qui ont de la peine à faire du 1, le 2 commence à se mettre en place, et je pense qu'après avec le jeu des acteurs et quand on aura défini les besoins, ça sera plus facile pour définir quelle est l'utilité et qu'est-ce qu'on veut faire avec cette plateforme collaborative. C'est la même question tout à l'heure, je mets une donnée, mais elle sert à qui? Alors la plateforme c'est pareil, je mets une plateforme, elle sert à quoi et qu'est-ce que je veux en faire? Une question encore? Deux. C'est des remarques. Tout d'abord, le plus important dans l'implémentation du BIM, c'est d'avoir des sources d'informations fiables,
de référence et ne pas avoir les informations distribuées sur plusieurs plateformes ou plusieurs endroits. Donc, définir exactement une telle information où on la trouve et elle soit unique à jamais. Et une autre remarque, c'est concernant les plateformes. Et la PTNB a lancé une enquête publique, j'ai répondu. Il s'agirait probablement de plusieurs plateformes, parce que ce ne serait pas la même plateforme dans les phases de conception et d'exécution et la plateforme de maintenance. Probablement, on aura plusieurs plateformes à développer. Et dernière remarque, c'est pour les industriels qui veulent s'engager dans le développement des objets génériques. Il ne faut pas qu'ils s'inquiètent parce que leur travail ne sera pas inutile. Et la différence principale entre un objet générique et un objet de fabricant, c'est la référence dans les catalogues fabricants, la mention de la référence des produits et les coordonnées des fabricants, c'est tout. Donc un objet développé en amont aura une raison d'être jusqu'à la fin de vie du bâtiment. Voilà. Merci. Par contre, moi, je ferais également une remarque, c'est lorsqu'on parle d'objets génériques, il ne faut pas nécessairement penser uniquement aux industriels. Il y a des objets qui peuvent être utiles pour les acteurs. C'est des systèmes. Oui, bonjour. Bonjour, Gérard Coquillot, je suis consultant pour Adita. Nous sommes les gestionnaires des bases de données de deux grands syndicats, Uniclimat pour la partie thermique, pour le produit génie climatique, et pour le syndicat GIFAM. Alors, nos industriels adhérents sont très attentifs à ce qui se passe dans le BIM, mais ont besoin d'avoir des informations, et les informations, on a un petit peu de mal à les avoir. Ça reste très générique, on va dire. Nous, ce que l'on a besoin, justement, c'est d'avoir des choses précises. Quels sont les éléments que les industriels peuvent apporter pour renseigner, justement, le BIM? Et une autre question, c'est, vous avez parlé de constitution de groupes de travail. Ça a l'air d'être un souhait, mais est-ce que vous avez une planification dans ces constitutions de groupes de travail? Et est-ce que les représentants des syndicats que nous sommes, disons, aujourd'hui représentatifs, seront consultés? Les groupes de travail, le calendrier que je vous ai donné, c'est les dates de réunion. Donc, quand je parle du groupe de travail et expérimentation PPBIM, c'était l'une des premières fiches actions qui a été validée dès le premier copil du PTNB. Donc, le groupe de travail a œuvré. Lorsqu'on est dans le cadre du PTNB, notamment ce groupe de travail a été animé par l'IMCC, donc j'espère que vous avez eu les éléments d'information qui vous ont été relayés par l'IMCC. Quand je parle du GT BIM ouvrage, je dirais il a été validé au dernier copie du PTNB, donc j'ai oublié la date, mais je sais que la première réunion de ce GT qui avait pour but justement de voir un petit peu quel est le contexte et puis les attentes à mettre en œuvre et surtout l'articulation avec l'expérimentation PPBIM, puisque l'expérimentation est là pour mettre en place la structure du dictionnaire, tester sur certaines propriétés et ouvrages et objets génériques. Le but de BIM ouvrage, c'est qu'une fois que cette structure sera opérationnelle, de porter le maximum d'attributs à PPBIM, au dictionnaire PPBIM. Et donc la réunion de lancement, c'était lundi matin. Voilà, donc le calendrier, vous l'avez, vous avez le T0. Bien évidemment, comme on est dans un temps, comme j'ai dit tout à l'heure, très contraint d'une part par le PTNB, puisque c'était 3-4 ans, on a déjà un an passé, donc cette action, on va s'efforcer de la mener. Alors en un an, ça me paraît un petit peu optimiste, mais l'horizon de 15 à 16 mois nous paraît crédible pour procéder au recensement de ces propriétés nécessaires et partagées par l'ensemble des acteurs. Et donc, ce groupe de travail, la première réunion a été, disons comme c'était au lancement, c'était limité aux membres du COPIL. Mais je rappelle que le groupe de travail du COPIL ont pour vocation d'établir le cahier des charges et qu'ensuite il y aura une consultation pour attribuer le prestataire qui va porter et structurer les travaux, puisqu'il faudra quand même, quand je vous disais tout à l'heure qu'il y a 21 GT organisés sur les notes affiliées de TDU, qu'il y a également des GT sur les principales réglementations, donc ça peut faire quand même un certain nombre de GT, donc ça fait déjà un certain nombre d'acteurs, et quand ensuite il faut qu'un GT fasse la synthèse, je dirais par 4 typologies, structure, enveloppe, neigement, finition et équipement technique,
ça fait également un certain nombre de réunions, donc il faut bien évidemment structurer et accompagner ces travaux. Donc c'est l'objet du GT, BIM Ouvrage, d'établir le cahier des charges pour lancer un appel d'offres sur la structure qui accompagnera et organisera ces travaux qui seront menés par l'ensemble des acteurs. Donc voilà, c'est le calendrier que je vous l'ai donné. Première réunion, c'était lundi. On va s'efforcer dans les 3 mois à venir de sortir le cahier des charges et ensuite consultation, et lorsque le prestataire sera désigné, que les travaux démarreront effectivement. Okay, je vous remercie de vous assurer surtout que la diffusion de l'information se fait très très bien, parce qu'actuellement, on sent un manque d'informations qui arrive justement aux acteurs. Vous êtes affilié à la IMCC, je présume. Oui, non, mais donc c'est Patrick Pontier et Laurent Artas, qui étaient présents. Laurent Artas était présent dans le GT BIM Ouvrage qui s'est tenu lundi matin, et le GT expérimentation de PPU qui s'est tenu lundi après-midi. Patrick Pontier et Laurent Artas étaient présents. Madame Coin. Bonjour, Marie-Claire Coin. En fait, j'ai une question sur la recherche de je ne sais quoi dans les DTU. C'est très intriguant parce que pour moi, les DTU, à partir du moment où ils sont passés à NF, ils sont tenus à la FNOR. Donc il suffirait de se tourner vers la FNOR et de leur demander dans le groupe d'experts de sortir, puisque eux ont la connaissance des DTU, puisqu'ils les ont écrits. Finalement, il suffirait de demander à la FNOR, ça. De venir nous chercher. Pas simplement lister les éléments qui sont dedans, c'est également leur environnement. C'est-à-dire qu'un architecte peut utiliser le DTU à un certain moment, mais il a peut-être d'autres éléments d'information qu'il considère pertinents d'être identifiés lorsqu'on va parler de programme ou conception. Donc c'est un élément qui n'est pas nécessairement présent dans le DTU, mais l'objet d'accompagner, d'associer l'ensemble des acteurs, ou tout du moins les principaux acteurs autour de ce recensement, a aussi pour vocation, pas nécessairement de retenir uniquement les quelques pages et têtes de chapitre du DTU et d'un produit associé, c'est également réfléchir aux caractéristiques et propriétés qui peuvent être utiles par ailleurs. Et lorsqu'on parle de numérique, ce groupe de travail a aussi une fonction fondamentale, c'est d'accompagner l'ensemble des acteurs, quel que soit leur niveau, sur leur implication et prise de conscience de l'intérêt et de leur attente qu'ils peuvent avoir sur telle ou telle donnée ou caractéristiques à considérer sur leur projet, sur leur ouvrage ou sur leur conception. Ça ne répond pas tout à fait à ma question. Non, mais c'est pas uniquement les DTU, c'est-à-dire qu'on s'organise par rapport... le mode de recensement est prévu en s'articulant sur les DTU, parce qu'il fallait bien trouver, disons qu'un champ. On aurait pu très bien partir sur le RPOPC, donc répertoire permanent des produits ouvrages de construction, qui est également très large, qui décline par rapport à ouvrage. Mais ce n'est pas simplement une problématique ouvrage, c'est vraiment une problématique d'environnement de ces ouvrages. Et c'est pour ça que dans ce groupe de travail, il y a un deuxième recensement qui est mené sur les espaces réglementaires, de manière à la fin, partager et synthétiser les attentes et porter celles qui auront été jugées nécessaires par je dirais, les acteurs participant à ces travaux. Mais l'une des fonctions aussi principale de ce GT BIM Ouvrage, c'est d'amener l'ensemble des acteurs à discuter et échanger sur les propriétés produits qu'ils peuvent avoir. Alors, parce que la réflexion est venue, je dirais, FFB et CAPEB, on s'est dans un premier temps articulé sur les DTU. On aurait pu trouver tout autre type de structuration. Et pour information, récemment, Laurent Caillol a proposé, Étienne Caillot de l'AFNOR a suggéré que pour accélérer ces travaux, que l'information de ce recensement soit transmise aux différentes commissions de l'organisation de l'AFNOR. Donc, mais le but principal, c'est recenser le maximum de propriétés. Donc là, on est ouvert à toute contribution volontaire de tous les acteurs, mais c'est surtout amener les acteurs à réfléchir de concert sur l'intérêt des propriétés à considérer, que je sois architecte, maître d'ouvrage, entreprise, industriel. Pour l'instant, les bureaux de contrôle, on ne les a pas nécessairement associés, parce qu'après, il y a un aspect budgétaire à considérer, mais je dirais toute contribution volontaire sur la bienvenue. Dernière question? Non? Ah, oui, Damien.
Daniel Saïd, Bouygues Construction. Je reviens par rapport à ce qu'a dit Marie-Claire Coin. Effectivement, moi je partage son avis. Cette organisation du recensement ne me paraît pas pertinente puisque en fait l'organisation de l'information au niveau du dictionnaire est prise en charge par la norme PPBIM dans le comité d'expertise qui est associé au dictionnaire par la norme. Donc l'organisation de la norme a été faite pour que justement on puisse avoir des sollicitations, je dirais, non ordonnées de la part de la profession, et que c'est à l'intérieur du fonctionnement normalisé par la norme PPBIM que la synthèse, la mise en cohérence, la validation de la pertinence se fasse. Donc moi ce que je comprends, c'est que là on monte quelque chose de parallèle, externe au fonctionnement de la norme, et dont je ne comprends pas l'intérêt. Si l'intérêt c'est de faire de la pédagogie par rapport à la création du dictionnaire, il me semblerait plus intéressant de faire de la publicité autour de la mise en place de cette, je dirais, de ce groupe d'experts destiné à jouer le rôle de, je dirais, grosso modo, l'Académie française, quoi, hein, qui va être en charge de l'organisation des propriétés, de leur réflexion, de leur cohérence et tout ça, suivant les principes de transparence, d'information et de professionnalisme qui sont décrits dans la norme. Et donc le travail aujourd'hui doit se faire dans le cadre de l'équipe PPBIM. Et je ne comprends pas pourquoi on crée une autre chose à côté ou extérieure. L'équipe PPBIM, tu viens de dire qu'elle est là pour structurer, accueillir les propositions de propriété, les analyser, voir qu'il n'y a pas d'antécédents. Bon, mais le dictionnaire PPBIM à l'heure actuelle, il n'y a aucun élément. C'est-à-dire que le PPBIM on est en train de mettre en place la structure pour administrer le dictionnaire PPBIM. Et donc l'action BIM Ouvrage, c'est de produire le maximum dans un temps le plus court possible, le maximum de propriétés pour que justement la structure PPBIM puisse avoir du grain à moudre et très rapidement avoir un dictionnaire qui soit le plus large possible. Je ne vois pas où est la contradiction. On a une structure pour animer le dictionnaire et on a une action pour embarquer l'ensemble des acteurs, les impliquer dans le recensement et les impliquer de manière large, parce que je pense que ce travail de recensement est déjà bien présent au sein de l'industriel, ce travail de recensement est sûrement bien présent au sein des éditeurs de logiciels, est sûrement bien présent au sein des entreprises générales, mais le but c'est aussi amener l'ensemble des acteurs dans cette réflexion et de recensement des propriétés qui leur sont nécessaires.